in 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Bienvenue à la présentation de Neuralink. C'est une mise à jour sur les progrès de l'équipe Neuralink. Il y a eu une quantité incroyable de progrès. Nous allons commencer par une vue d'ensemble, en décrivant globalement ce que fait Neuralink, puis nous ferons une immersion technique très approfondie. Ainsi, vous pourrez réellement comprendre ce que nous faisons au niveau le plus détaillé et ce que nous pouvons faire pour améliorer les capacités humaines et, finalement, construire un grand avenir pour l'humanité. Donc ce sont des neurones qui s'activent. Oui, c'est drôle de penser que ma parole actuelle est le résultat d'un tas de neurones qui s'activent et qui produisent ensuite la parole que vous entendez et qui fait que des neurones s'activent dans votre cerveau. And cause neurons to fire in your brain. Part of this presentation is about demystifying. Une partie de cette présentation vise à démystifier le cerveau. It is a remarkable organ. I mean, we are the brain, basically. When you say you, c'est un organe remarquable, je veux dire. Nous sommes le cerveau, en fait. You can get a heart transplant, you can get a kidney transplant. Mais je ne connais personne qui ait eu une greffe de cerveau. Donc, vous êtes votre cerveau. And your experiences are et vos expériences sont ces neurones qui s'activent, avec des milliards de synapses. Qui, d'une certaine manière, mènent à une compréhension consciente du monde. C'est quelque chose que nous avons seulement commencé à comprendre. Nous sommes vraiment à peine au début de la compréhension de ce qu'est la nature de la conscience. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'est la conscience. D'où vient la conscience? Parce que si vous commencez au début de l'univers, en supposant que la physique est vraie, que le modèle standard actuel de la physique est vrai, alors vous avez ce Big Bang, vous savez, la matière se condensant en étoiles, ces étoiles explosant. Big Bang, the matter condensing into stars, those stars exploding. Beaucoup des atomes qui sont dans votre corps actuellement étaient autrefois au centre d'étoiles. Ces étoiles ont explosé, se sont recondensées. Avance rapide de 13,8 milliards d'années, et nous voilà. Fast forward 13.8 billion years and here we are. And somewhere along that... Et quelque part au cours de ce très long voyage, du moins pour nous, la conscience est apparue. Où les molécules ont commencé à se parler. Cela soulève la question de ce qu'est la conscience. Tout est-il conscient? Peut-être. Il est difficile de dire à quel moment exact il n'y a pas de point discret où la conscience n'existait pas, et puis, soudainement, elle existe. Il semble que vous ayez une condensation de matière qui a une densité, comme nous ne savons pas quoi. La vraie réponse est que nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Mais avec Neuralink et les progrès que l'entreprise réalise, nous commencerons à comprendre beaucoup plus de choses sur la conscience. Et qu'est-ce que cela signifie d'être? En chemin, nous allons résoudre de nombreux problèmes cérébraux. Lorsque les cerveaux sont blessés ou endommagés d'une manière ou d'une autre, ou ne se sont pas développés correctement. Oui, il y a beaucoup de lésions cérébrales et spinales que nous allons résoudre en cours de route. Et je tiens à souligner que tout cela va se produire assez lentement, ce qui signifie que vous le verrez venir. Parfois, les gens pensent que, soudainement, il y aura un grand nombre de Neuralink partout. Ce ne sera pas soudain. Vous pourrez le voir se produire, vous savez, sur plusieurs années. Et nous passons par des approbations réglementaires exhaustives. Donc ce n'est pas quelque chose que nous faisons, vous savez, par nous-mêmes, sans surveillance gouvernementale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs à chaque étape. Nous sommes très prudents avec les Neuralink chez les humains. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas plus vite que nous ne le faisons.
C'est parce que nous prenons grand soin de chaque individu pour nous assurer de ne jamais nous tromper. Et jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas trompés, et j'espère que cela continuera à l'avenir. Chacun de nos implants chez l'homme fonctionne, et fonctionne très bien. Et vous pourrez entendre certains des individus qui ont reçu les implants, et l'entendre de leurs propres mots. Some of the people that have received the implants and carried in their words. Ce que nous créons ici avec un appareil Neuralink est une technologie d'entrée-sortie généralisée pour le cerveau. Generalized input-output technology for the brain. So it's Il s'agit de savoir comment faire entrer ou sortir de l'information du cerveau, et ce, d'une manière qui n'endommage pas le cerveau ou, vous savez, ne provoque aucun effet secondaire négatif. the brain or cause any negative side effects. C'est un problème très difficile, et généralement les réactions que j'ai vues à ce sujet vont de c'est impossible à ça a déjà été fait. To this range from it's impossible to it's already been done before. Ces gens devraient se rencontrer en fait. Those people should meet, actually. The reality is that there actually have been La réalité est qu'il y a eu des interfaces cerveau-ordinateur limitées pendant plusieurs décennies. interfaces for several decades. Sur une base très rudimentaire, ce que nous faisons avec Neuralink augmente considérablement la bande passante par de nombreux ordres de grandeur. Increasing the bandwidth by many orders of magnitude. Donc si un débit de bande passante humain est inférieur à 1 bit par seconde sur une journée, Output is less than 1 bit per second over the course of a day. il y a 86 400 secondes dans une journée. Il est très rare qu'une personne produise plus de 86 400 bits par jour. 1,400 bits of output per day. Il faudrait vraiment parler beaucoup ou taper toute la journée pour dépasser cela. You might exceed that. So Ce dont nous parlons ici, c'est de passer peut-être d'un bit par seconde à finalement des mégabits, puis des gigabits par seconde, et la capacité de faire de la télépathie conceptuelle, consensuelle. Consensual telepathy Maintenant, l'entrée du cerveau est beaucoup plus élevée, surtout à cause de la vision. higher especially because of vision. Selon la façon dont vous la comptez, elle pourrait être de l'ordre d'un mégabit ou dans la gamme des mégabits pour l'entrée, principalement due à la vue. Range for input primarily due to sight. Mais même pour l'entrée, nous pensons que cela peut être considérablement augmenté, au niveau gigabit et plus. To the gigabit plus level. Et une grande partie de la réflexion que nous menons consiste à prendre un concept dans notre esprit et à le compresser en un petit nombre de symboles. And we compress that into a small number of symbols. Donc, lorsque vous essayez de communiquer avec quelqu'un d'autre, vous essayez en fait de modéliser leur état d'esprit And et puis de prendre une idée assez complexe que vous avez, idea that you have, peut-être même une image ou une scène complexe ou une sorte de vidéo mentale, kind of mental video, and try to et d'essayer de compresser cela en quelques mots ou quelques frappes, et ce sera nécessairement très compressé et avec perte. Votre capacité à communiquer est très limitée par la vitesse à laquelle vous pouvez parler et taper. how fast you can talk and how fast you can type. Ce dont nous parlons, c'est de libérer ce potentiel, pour vous permettre de communiquer, comme je l'ai dit, des milliers, peut-être des millions de fois plus vite que ce qui est actuellement possible. Than is currently possible. This is an incredible C'est une percée incroyablement profonde. Cela représenterait un changement fondamental à ce que signifie être un humain. a fundamental change to what it means to be a human. Donc, nous commençons par réduire la souffrance humaine, c'est-à-dire en abordant les problèmes que les gens peuvent rencontrer. Par exemple, s'ils ont eu un accident ou s'ils ont une maladie neurologique dégénérative. Neural disease that's degenerative, so they're losing De sorte qu'ils perdent la capacité de bouger leur corps, ou une sorte de blessure, essentiellement. essentially. So Notre premier produit s'appelle télépathie. it's called telepathy, and that enables someone who has lost the ability. Il permet à quelqu'un qui a perdu la capacité de commander son corps. Ils peuvent ainsi communiquer avec un ordinateur, déplacer la souris et opérer un ordinateur. Avec à peu près la même dextérité, et finalement beaucoup plus de dextérité qu'un humain avec des mains fonctionnelles. Working hands. Ensuite, notre prochain produit est Blind Sight, qui permettra à ceux qui ont une perte totale de la vision, y compris s'ils ont perdu leurs yeux ou le nerf optique, ou peut-être n'ont jamais vu, même aveugles de naissance, de pouvoir revoir, initialement en basse résolution, mais finalement en très haute résolution, et ensuite en plusieurs longueurs d'onde. Ultimately very high resolution, and then in multiple wavelengths. Ainsi, cela pourrait être comme Geordi Laforge dans Star Trek, et vous pourriez voir en radar, en infrarouge, en ultraviolet, des capacités surhumaines, une amélioration cybernétique, essentiellement. Et puis en chemin, cela devrait nous aider à comprendre beaucoup plus sur la conscience, A lot more about consciousness. ce que signifie être une créature consciente.
creature. Nous comprendrons beaucoup plus sur la nature de la conscience grâce à cela. Et puis, et finalement, je pense que cela contribue à atténuer le risque civilisationnel de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà, en quelque sorte, 3 niveaux de pensée. Il y a le système limbique, qui représente en quelque sorte vos instincts. Votre système cortical, qui est de votre niveau supérieur de planification et de pensée. Et puis la couche tertiaire, qui sont les ordinateurs et les machines avec lesquelles vous interagissez. Comme votre téléphone, toutes les applications que vous utilisez. Donc les gens sont déjà en fait des cyborgs. Vous pouvez peut-être en avoir une idée intuitive en observant à quel point votre téléphone vous manque si vous l'oubliez. Oublier son téléphone, c'est presque comme le syndrome du membre fantôme. Votre téléphone est en quelque sorte une extension de vous-même, tout comme votre ordinateur. Donc, vous avez déjà cette couche tertiaire numérique, mais la bande passante entre votre cortex et votre couche tertiaire numérique est limitée par la parole, par la vitesse à laquelle vous pouvez bouger vos doigts et par la vitesse à laquelle vous pouvez assimiler visuellement l'information. Il est donc très important pour nous de résoudre cette contrainte de bande passante d'entrée-sortie afin que la volonté collective de l'humanité corresponde à la volonté de l'intelligence artificielle. C'est du moins mon intuition. Alors, voyons voir. Et ce que cette présentation vise principalement, c'est d'attirer des personnes intelligentes pour venir travailler avec nous sur ce problème. Ce n'est donc pas une présentation pour lever des fonds ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, nous sommes très bien financés. Nous avons de nombreux grands investisseurs. Certaines des personnes les plus intelligentes du monde ont investi dans Neuralink. Mais nous avons besoin d'humains intelligents pour venir ici et aider à résoudre ce problème. Alors, sur ce, continuons. Bonjour à tous, mon nom est DJ, je suis cofondateur et président de Neuralink. Et comme Elon l'a mentionné, eh bien en fait, nous sommes au milieu de notre espace robotique. Nous avons une scène installée, mais vous savez, c'est en fait ici que sont construits certains des robots chirurgicaux les plus avancés de la prochaine génération. Alors, bienvenue dans notre espace. Il est important de souligner que cette technologie n'est pas construite dans l'obscurité. Ce n'est pas un laboratoire secret où nous ne partageons pas les progrès. En fait, nous partageons les progrès de manière très ouverte. Et nous vous disons aussi exactement ce que nous allons faire. Et nous espérons progresser sur ce point aussi diligemment, aussi sûrement et aussi soigneusement que possible. Pour commencer, il y a 2 ans, lors de notre précédente levée de fonds, nous avons défini cette voie et ce calendrier pour le premier être humain. Nous menons actuellement un essai clinique aux États-Unis pour un produit que nous appelons télépathie, qui permet aux utilisateurs de contrôler un téléphone ou un ordinateur uniquement par la pensée. Et vous allez voir comment nous faisons cela et l'impact que cela a eu. Et non seulement nous avons lancé cet essai clinique, mais à ce jour, nous avons non pas 1, mais 7 participants. Et nous avons également l'approbation de lancer l'essai au Canada, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Alors, avant de plonger dans ce qu'est cette technologie et ce que nous avons construit, je voulais rapidement partager une vidéo avec vous, montrant la première rencontre de nos 5 premiers participants. Alors, voilà. Très bien, nous avons tout le monde réuni. Salut les gars, merci à tous de vous être joints à nous. Nous voulons absolument vous présenter tous. Oui, je suis Nolan, alias P1. Mon nom est Alex, je suis le 2e participant à l'étude Neuralink. Je suis Brad Smith, le cyberimplanté de Neuralink P3. Mon nom est Mike P4 et j'ai le premier implant. Oui, je suis RJ, je suis P5.
Et je suppose que je suis un peu le petit nouveau de l'équipe ici. Alors oui, j'apprécie d'être un pionnier. Vous savez, il faut bien que quelqu'un y aille en premier, alors oui, j'apprécie ça. Quelle est la chose préférée que vous ayez pu faire avec Neuralink jusqu'à présent? Je me suis juste bien amusé à pouvoir l'utiliser en voyage, en volant et en dessinant une petite moustache sur un chat. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Je veux dire, je me suis juste bien amusé à jouer avec. Oh, vous savez quoi? Je sais quelle est ma fonction BCI préférée. Ce n'est probablement pas une fonction, mais j'aime WebGrid plus que tout au monde, probablement. Je pense que je pourrais jouer à ce jeu sans arrêt, pour toujours. Ce doit être Fusion 360, pouvoir concevoir des pièces. Concevoir le logo du chapeau avec le BCI. Oh, quad 9. Plutôt cool, c'est cool. Oui. J'ai un petit Arduino qui prend l'entrée de mon joystick quad. Le convertit en un signal PPM pour aller à un camion RC. Petit robot explorateur. Eh bien, avec le BCI, j'ai écrit du code pour piloter l'avion avec le joystick quad. C'est génial. To drive the plane with the quad stick. That's awesome. La meilleure chose que j'aime avec Neuralink est de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ma famille et continuer à travailler. To provide for my family and continue working. Je pense que ma chose préférée est probablement de pouvoir allumer ma télévision. Oui, c'est la première fois en 2 ans et demi que j'ai pu le faire, donc c'est plutôt cool, mec. J'aime tirer sur les zombies, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir ce que BCI va faire. J'ai une question. Qu'est-ce que dit votre t-shirt? Il est écrit « Je fais ce que je veux ». Maintenant, l'un des principaux critères de mérite que nous avons est de suivre les heures mensuelles d'utilisation indépendantes de l'IDC, c'est-à-dire est-ce qu'ils utilisent l'IDC, et non pas à la clinique, mais chez eux. Et ce que nous avons remarqué, et c'est un graphique de tous les différents participants, les 5 premiers participants, est leur utilisation par mois au cours de la dernière année et demie. Et nous avons une moyenne d'environ 50 heures d'utilisation par semaine, et dans certains cas, un pic d'utilisation de plus de 100 heures par semaine, ce qui représente pratiquement chaque instant d'éveil. Je pense donc que c'est incroyable de voir tous nos participants démontrer une plus grande autonomie grâce à l'utilisation de leur interface cerveau-ordinateur. Non seulement cela, mais nous avons également accéléré notre rythme d'implantation, car nous avons accumulé des preuves de sécurité clinique, ainsi que de la valeur pour nos participants. À ce jour, nous avons 4 participants atteints de lésions de la moelle épinière, ainsi que 3 participants atteints de SLE, les 2 dernières chirurgies ayant eu lieu à 1 semaine d'intervalle. Et nous ne faisons que commencer. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Notre objectif final est de construire une interface cérébrale complète. Et qu'entendons-nous par interface cérébrale complète? Nous entendons par là la capacité d'écouter les neurones partout, d'écrire des informations aux neurones n'importe où, et d'avoir ce transfert de données sans fil rapide pour permettre une connexion à haute bande passante de notre cerveau biologique aux machines externes. Et être capable de faire tout cela avec une chirurgie entièrement automatisée, ainsi que de permettre une utilisation 24h/24. Et dans cette optique, nous travaillons sur 3 grands types de produits. Elon a mentionné précédemment que notre objectif est de construire une plateforme et une technologie d'entrée-sortie généralisée pour le cerveau. Donc, pour la partie sortie, qui est extrêmement lente à travers nos meatsticks, comme les appelle Elon, des mains de chair qui tiennent avec les micros. Nous commençons par aider les personnes atteintes de troubles du mouvement, soit lorsqu'elles ont perdu la connexion esprit-corps, soit suite à une lésion de la moelle épinière, à la SLH ou à un AVC, à retrouver une partie de leur indépendance numérique et physique grâce à un produit que nous développons, appelé télépathie. Et c'est l'occasion pour nous de construire un dispositif de lecture et de sortie à haut débit. Du côté de l'entrée, nous avons la possibilité d'aider les personnes qui ont perdu la vue à la retrouver grâce à un produit que nous appelons Blind Sight. Et c'est l'occasion pour nous de développer des capacités d'écriture à haut débit.
Et enfin, pouvoir également aider les personnes souffrant de troubles neurologiques, de dysrégulation débilitante, ou de conditions psychiatriques, ou de douleurs neuropathiques, en insérant nos électrodes dans n'importe quelle région du cerveau, pas seulement dans la couche corticale, mais aussi dans les sillons et les parties plus profondes du cerveau, le système limbique, pour vraiment offrir de meilleures opportunités de retrouver une certaine autonomie. Nos objectifs principaux sont, premièrement, d'augmenter le nombre de neurones avec lesquels nous pouvons interagir, et deuxièmement, de nous étendre à de nombreuses et diverses zones, à toutes les parties du cerveau. Nous commençons par la microfabrication, ou la lithographie, pour modifier la façon dont nous pouvons réellement augmenter le nombre de neurones que nous pouvons voir à partir d'un seul canal, et aussi en concevant des puces à signaux mixtes pour augmenter réellement le nombre de canaux physiques, afin d'augmenter le nombre de neurones avec lesquels nous pouvons interagir, afin de permettre plus d'informations du cerveau vers le monde extérieur. Et puis, tout ce que nous avons construit depuis le premier jour de l'entreprise a toujours été capable de lire et d'écrire. Et avec Télépathie, notre premier produit, l'accent a été mis sur les capacités de lecture ou de sortie. Et nous voulons nous concentrer sur notre capacité d'écriture et montrer aussi qu'en accédant à des régions plus profondes du cortex visuel, nous pouvons réellement obtenir une vision fonctionnelle. We can actually achieve functional vision. Maintenant, pour vous présenter l'évolution du produit au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons mis 1000 électrodes dans le cortex moteur, la petite partie du cerveau que vous voyez dans cette animation, appelée la zone du bouton de la main, qui permet aux participants de contrôler les curseurs d'ordinateur ainsi que les consoles de jeu. Le trimestre prochain, nous prévoyons d'implanter dans le cortex de la parole pour décoder directement les mots intentionnés à partir des signaux cérébraux en parole. Et en 2026, non seulement nous allons tripler le nombre d'électrodes, passant de 1000 à 3000 pour plus de capacités. Nous prévoyons d'avoir notre premier participant aveugle pour permettre la navigation. Et en 2027, nous allons continuer à augmenter le nombre de canaux, probablement encore le triplaire, soit 10 000 canaux. Et aussi permettre pour la première fois plusieurs implants, donc pas seulement un dans le cortex moteur, le cortex de la parole ou le cortex visuel, mais tous les 3. Et enfin, en 2028, notre objectif est d'atteindre plus de 25 000 canaux par implant, d'en avoir plusieurs, d'avoir la capacité d'accéder à n'importe quelle partie du cerveau, pour les conditions psychiatriques, la douleur, la dysrégulation, et aussi de commencer à démontrer ce que ce serait d'intégrer réellement avec l'IA. Tout cela pour dire que nous construisons réellement un ensemble de technologies fondamentales qui nous permettraient d'avoir des centaines de milliers, voire des millions de canaux, avec plusieurs implants pour des interfaces cérébrales complètes, qui pourraient résoudre non seulement ces conditions neurologiques débilitantes, mais aussi aller au-delà des limites de notre biologie. Et cette intégration verticale, ainsi que l'équipe talentueuse que nous avons chez Neuralink, ont été et continueront d'être la clé du progrès rapide que nous réaliserons. Pour récapituler rapidement, Neuralink est implanté avec un robot chirurgical de précision et physiquement invisible, et une semaine plus tard, les utilisateurs peuvent voir leurs pensées se transformer en action. Et pour en savoir plus sur cette expérience, j'aimerais accueillir Sahaj sur scène. Salut tout le monde, je m'appelle Sahaj. Je fais partie de l'équipe d'interface cerveau-ordinateur ici chez Neuralink. Et je vais parler de 2 choses aujourd'hui. La première est ce que l'appareil Neuralink est capable de faire exactement en ce moment. Et la deuxième est comment cela impacte-t-il réellement le quotidien de nos utilisateurs. En très simple, ce que fait l'appareil Neuralink en ce moment, c'est qu'il vous permet de contrôler des appareils simplement par la pensée.
Maintenant, pour être un peu plus concret, je vais vous montrer une vidéo de notre premier utilisateur. Il s'appelle Nolan, si vous vous souvenez de la section DJ. Et ce que fait Nolan, c'est qu'il regarde un MacBook Pro standard, et avec son appareil Neuralink, comme vous allez le voir, il va pouvoir contrôler le curseur simplement avec son esprit, sans suivi oculaire, sans autre capteur. Ce qui est spécial à propos de ce moment précis, c'est que c'est la première fois que quelqu'un utilise un appareil Neuralink pour contrôler entièrement son curseur. Ce n'est pas votre curseur contrôlé par le cerveau ordinaire. C'est en fait un contrôle record, littéralement dès le premier jour, battant des décennies de recherche en interface cerveau-ordinateur, et je suis sur le point de vous montrer la vidéo de Nolan battant le record du monde d'interface cerveau-ordinateur dès le premier jour. Tu penses au record du monde? Oui. Oh merde! Oh mon Dieu! Je suis désolé. Oh, bien joué, mec! Attends, mais je veux dire, c'est le nouveau détenteur du record du monde. Oh, pas possible. Le premier jour. Ce n'était pas une surprise. C'était pour l'un d'entre eux. Je pensais que c'était plus élevé. Je pensais que j'aurais dû atteindre 5 ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, c'est fou. C'est plutôt cool. Oui, une autre chose vraiment amusante que vous pourriez faire avec l'appareil Neuralink, en dehors de contrôler un curseur d'ordinateur, c'est de pouvoir le brancher via USB à de nombreux appareils différents. Et ici, nous avons Nolan qui joue à Mario Kart. Ce qui est spécial avec cette vidéo, c'est que Nolan n'est pas le seul cyborg à jouer à Mario Kart dans cette vidéo. Nous avons en fait toute une communauté d'utilisateurs, comme mentionné précédemment, et voici littéralement 5 de nos premiers utilisateurs de Neuralink jouant à Mario Kart ensemble en appel. Maintenant, oui, Mario Kart c'est cool, vous savez. Vous utilisez un joystick et puis vous cliquez sur quelques boutons pour lancer des objets. Ce qui serait encore plus cool, c'est si vous pouviez contrôler 2 joysticks à la fois, simultanément avec votre esprit. Ce que je suis sur le point de vous montrer, et je pense que c'est la première fois que quelqu'un joue à un jeu de tir à la première personne avec une interface cerveau-ordinateur, ce sont Alex et RJ jouant à Call of Duty. Oui. Oh, Alex tire sur une autre personne. Exact. Oh mon Dieu. Oh, c'était mauvais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas qu'il tire mal. RJ, Alex t'a eu. Je sais mec, il m'a tiré en pleine figure. Maintenant que nous avons une idée de ce que l'interface cerveau-ordinateur peut faire, une question très importante à laquelle répondre est « Comment cela impacte-t-il le quotidien des personnes qui l'utilisent tous les jours ?» Je suis sur le point de vous montrer une vidéo, en revenant à Nolan pour une seconde, où il parle. Nous lui avons simplement demandé au hasard un jour comment il appréciait l'utilisation de l'interface cerveau-ordinateur il y a quelques mois, et voici sa réaction spontanée. Je travaille pratiquement toute la journée dès que je me lève. J'essaie de me lever vers 6 ou 7 heures du matin et je travaille jusqu'à la séance. Je fais la séance et ensuite je travaille jusqu'à, vous savez, 23 heures, minuit. 11, 12 p.m. or 12 a.m. Wow. Je fais, genre, j'apprends mes langues, j'apprends mes maths, je suis en train de réapprendre toutes mes maths. I'm learning my math. I'm like relearning all of my math. Je suis en train d'écrire, je suis en train de suivre un cours auquel je me suis inscrit. Et je voulais juste souligner que ce n'est pas quelque chose que je serais capable de faire sans le Neuralink. Ensuite, je veux parler un peu de Brad, vous le connaissez peut-être déjà comme le cyborg SLA, et Brad a aussi la SLA, et ce qui le distingue de nos autres utilisateurs, c'est qu'il est en fait non-verbal, il ne peut donc pas parler. La raison pour laquelle c'est assez pertinent est qu'il dépend, du moins avant le Neuralink, d'une machine de suivi oculaire pour communiquer, et beaucoup de machines de suivi oculaire ne peuvent pas être utilisées à l'extérieur. Il faut vraiment une pièce sombre. Donc, ce que cela signifie, c'est que depuis 6 ans que Brad a été diagnostiqué avec la SLA, il est vraiment incapable de quitter sa maison. Maintenant, avec l'appareil Neuralink, nous allons vous montrer un extrait de lui avec ses enfants au parc, filmé par Ashley Vance et l'équipe. Je fais absolument plus avec Neuralink que je ne faisais avec le suivi oculaire.
J'ai été un Batman pendant longtemps, mais je sors maintenant. Sortir a été une immense bénédiction pour moi. Et je peux contrôler l'ordinateur par télépathie. Papa regarde. Regarde, il regarde sur la caméra. Est-ce qu'il bouge un des bras? Le dernier utilisateur dont je veux parler est Alex. Vous avez vu quelques extraits de lui plus tôt. Ce qui est spécial chez Alex pour moi, c'est qu'il est un camarade gaucher qui écrit toujours en cursive. Et ce qu'il a mentionné, c'est que depuis une lésion de la moelle épinière, il y a 3 ou 4 ans, il n'a pas pu dessiner ou écrire. Et il se vante toujours de la qualité de son écriture, alors nous avons dû le mettre à l'épreuve. Nous lui avons donné un bras robotique. Et je pense que c'est la première fois qu'il a essayé d'utiliser le bras robotique pour écrire quoi que ce soit. Et c'est une version accélérée de l'écriture de l'essai de convoi et du dessin. Maintenant, oui, contrôler un bras robotique, c'est cool. Mais celui-ci a une pince. Et ce qui serait plus cool, ce serait de pouvoir décoder les doigts réels, le poignet réel, tous les muscles de la main en temps réel. Juste au cours des 2 dernières semaines, nous avons pu le faire avec Alex. Et vous êtes sur le point de le voir avec son oncle jouer à un jeu. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. That was scissors. Bullshit. Pouce où? J'ai besoin de ton pouce levé. Waouh! Tu l'as. Cool. Contrôler, oui, c'est plutôt génial, je ne sais pas. Contrôler une main robotique à l'écran n'est évidemment pas très utile pour la plupart des gens. Heureusement, nous avons des liens avec Tesla qui possède la main Optimus, et nous travaillons activement à donner à Alex une main Optimus afin qu'il puisse la contrôler dans sa vie réelle. Et voici une relecture de la fin de cette vidéo, utilisant les signaux neuronaux d'Alex sur une main Optimus. Sean, si tu veux la lancer. Yeah. En fait, permettez-moi d'ajouter quelques éléments à cela. Au fur et à mesure que nous faisons progresser les appareils Neuralink, vous devriez être en mesure d'avoir un contrôle corporel complet et des capteurs provenant d'un robot Optimus. Donc, vous pourriez essentiellement habiter un robot Optimus, pas seulement la main, mais le tout. Ainsi, vous pourriez en quelque sorte vous connecter mentalement à un robot Optimus, et ce serait plutôt cool. L'avenir sera étrange. Mais très cool. Et puis, évidemment, une autre chose qui pourrait être faite, c'est pour les personnes qui ont perdu un membre, un bras, ou une jambe, ou quelque chose comme ça. Nous pensons qu'à l'avenir, nous pourrons attacher un bras ou des jambes Optimus. Et vous vous souvenez peut-être de cette scène de Star Wars, où Luke Skywalker se fait couper la main avec un sabre laser et il obtient une main robotique. Et je pense que c'est le genre de choses que nous pourrons faire à l'avenir, en travaillant avec Neuralink et Tesla. Donc cela va bien au-delà de l'opération d'une main robotique, en remplaçant les membres et en ayant une expérience robotique complète du corps. Et puis je pense qu'une autre chose qui sera possible, et je pense que c'est très probable à l'avenir, est de pouvoir relier les neurones endommagés. Ainsi, vous pouvez prendre le signal du cerveau et le transmettre au-delà des neurones endommagés ou tendus vers le reste du corps, afin de pouvoir réanimer le corps. Ainsi, si vous avez un implant Neuralink dans le cerveau et un dans la moelle épinière, alors vous pouvez réellement relier les signaux et vous pourriez marcher à nouveau et avoir une fonctionnalité corporelle complète. Évidemment, c'est ce que les gens préféreraient, pour être clair. Nous réalisons que ce serait le résultat préféré. Et donc, même si vous avez une fracture du cou, vous pourriez quand même, nous croyons. Je suis assez confiant à ce stade que dans le futur, nous pourrons restaurer la pleine fonctionnalité corporelle. Actually, at this point, I'd say fairly confident that at some point in the future, we'll be able to restore full body functionality.
Oui, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nir et je dirige le groupe d'applications BCI. Et je pense que les vidéos que Sarah vient de vous montrer, je les ai probablement regardées des milliers de fois, mais j'ai toujours la chair de poule à chaque fois que je les regarde. But still, I get a goosebump every time I watch them. Et je pense que c'est l'un des avantages les plus cool de Neuralink, lorsque vous obtenez un emploi, c'est que vous pourriez avoir la chair de poule chaque semaine, ou peut-être tous les quelques jours, dans les bonnes semaines. Et c'est vraiment amusant. En tant qu'ingénieur, c'est vraiment cool. Parce que vous pouvez construire une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez construire un nouveau modèle d'apprentissage automatique, une nouvelle fonctionnalité logicielle, et la tester le même jour avec le participant et obtenir des retours. Et vous avez déjà vu avec notre premier appareil télépathie que nous pouvons répondre à des besoins très divers des différents utilisateurs que nous avons. Pour déplacer un curseur, pour jouer à des jeux, pour déplacer un bras robotique avec plusieurs doigts, et nous n'aurions pas pu le faire sans l'appareil Neuralink. L'appareil Neuralink nous offre quelque chose qu'aucun autre appareil ne peut nous offrir, à savoir un enregistrement de neurones unique à partir de milliers de canaux simultanément. Les produits télépathie enregistrent essentiellement l'activité neuronale d'une petite zone du cortex moteur, qui est impliquée dans l'exécution des mouvements de la main et du bras. Mais si nous allons seulement 2 ou 3 pouces plus bas, il y a une autre zone du cerveau qui est impliquée dans l'exécution de la parole. Et avec le même appareil, avec la même architecture de modèle d'apprentissage automatique, le même pipeline logiciel, le même robot chirurgical, nous pouvons avoir une nouvelle application. Et nous pouvons le faire très rapidement. C'est vraiment intéressant que si nous pouvons décoder l'intention de quelqu'un de parler silencieusement, une communication non vocale, nous pouvons l'utiliser pour révolutionner la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs, avec la technologie et avec l'information. Au lieu de taper avec votre doigt, ou de déplacer la souris, ou de parler à votre téléphone, vous pourrez interagir avec un ordinateur à la vitesse de la pensée. Cela rendra cette interaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitive. Les ordinateurs comprendront ce que vous voulez faire. Et nous pouvons aussi étendre cela à l'IA. Nous pouvons maintenant construire une interface avec l'IA qui vous permettra de récupérer des informations. Nous pourrons stocker nos pensées n'importe où, n'importe quand, en privé et en silence. Anywhere, anytime, privately and silently. Encore une fois, parce que nous avons construit une plateforme technologique fondamentale et nous faisons tout en interne. Nous possédons l'intégralité de la pile, des neurones aux pixels sur l'ordinateur de l'utilisateur. Maintenant, je vais passer la parole à Rouz pour parler de l'interface utilisateur pour BCI. Merci Nir. Chaque pic que notre implant détecte parcourt un chemin assez remarquable pour finalement former un pixel sur l'écran d'un participant. Et cette expérience commence bien sûr par le déballage. La toute première fois qu'un participant s'apparie et rencontre son implant, cette partie invisible de son corps, et voit ses propres pics se matérialiser sur l'écran, à partir de là, ils passeront à la cartographie corporelle et imagineront réellement bouger leurs bras à nouveau et se feront une idée de ce qui leur semble naturel et de ce qui ne l'est pas. Et ils passeront à la calibration, en utilisant l'un de ces mouvements pour déplacer à nouveau un curseur, affinant itérativement leur contrôle tout au long de ce processus jusqu'à ce que, finalement, ils soient téléportés vers leur bureau. Et puissent expérimenter la magie du contrôle neuronal pour la toute première fois. Et nos interfaces de contrôle sont là où l'intégration du système d'exploitation que nous réalisons brille vraiment, nous permettant d'adapter à la fois le contrôle et le retour pour chaque interaction. Ainsi, pour les interactions familières comme le défilement, nous pouvons afficher un indicateur sur les parties défilables de l'écran. Ajouter une touche de gravité pour faire apparaître automatiquement le curseur d'un participant sur cet indicateur lorsqu'il approche, afficher les vitesses réelles que nous décodons à l'intérieur, et ajouter un peu d'élan à ces vitesses pour les faire avancer lorsqu'elles glissent sur la page. Il y a aussi des interactions uniques que nous devons résoudre dans cet espace. Par exemple, lorsqu'un participant regarde un film ou parle simplement à quelqu'un à côté de lui, le cerveau est toujours très actif, et cette activité peut en fait induire un mouvement du curseur, les distrayant de ce moment. Ainsi, lorsqu'un participant veut simplement retirer son curseur de la vue, il peut le pousser vers le bord de l'écran pour le garer là. Et bien sûr, nous ajoutons de la gravité pour le maintenir immobile, mais ils peuvent le faire sortir avec une simple poussée ou dans ce cas, un geste. Et bien sûr, il va sans dire que toutes ces interfaces de contrôle sont conçues main dans la main avec nos participants.
Donc, un grand merci à Nolan et Brad de nous avoir aidés à les concevoir aussi. Et ces interfaces de contrôle s'étendent bien sûr à la saisie. Nous avons un excellent clavier logiciel qui fait tout ce que vous attendez de lui, apparaissant lorsqu'un participant clique sur un champ de texte, lui donnant un retour sur le clic le long de la surface de la touche, et prenant en charge à la fois la dictée et le balayage. Bonjour à tous, je suis Harrison, ingénieur en apprentissage automatique ici chez Neuralink. Et je dois dire qu'être ingénieur en apprentissage automatique chez Neuralink, c'est un peu comme être un enfant dans un magasin de bonbons. Lorsque vous pensez aux entrées de la plupart des systèmes d'apprentissage automatique disponibles, vous pouvez penser aux pixels, aux jetons ou à l'historique de visionnage Netflix d'un utilisateur. L'entrée de nos systèmes est un peu différente. C'est de la puissance cérébrale pure et brute. Et quand nous pensons au système d'apprentissage automatique que nous pouvons construire ici chez Neuralink, nous sommes vraiment limités par notre imagination et notre créativité. Il n'y a aucune raison pour que nos systèmes d'apprentissage automatique ne puissent pas faire tout ce que le cerveau humain peut faire. Comme contrôler un téléphone, taper ou même jouer. Juste ici à ma gauche, c'est une séquence réelle d'Alex, l'un de nos participants, jouant à un jeu de tir à la première personne contre RJ, un autre de nos participants. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux de tir à la première personne, ce n'est pas une tâche triviale. Cela nécessite 2 joysticks entièrement indépendants, ou 4 degrés de contrôle continu, ainsi que plusieurs boutons fiables. Contrairement à la croyance populaire, le Neuralink ne se contente pas de lire les pensées des gens. Il lit simplement les activations neuronales correspondant à l'intention motrice. Donc, l'un des défis amusants de ce projet était de déterminer quel mouvement serait mappé au joystick. Nous avons commencé avec le pouce gauche et le pouce droit, mais avons rapidement découvert que la main dominante éclipsait la main non dominante. Ma préférence personnelle est que l'un de nos participants imagine marcher pour le joystick gauche et viser pour le joystick droit. Ainsi, dans le jeu, il faisait simplement des mouvements naturels, comme vous pourriez le faire en réalité virtuelle dans Ready Player One. Et c'était vraiment cool à voir. Ce sur quoi nous avons abouti, c'est le pouce pour le joystick gauche et le poignet pour le joystick droit. Et je mets le public au défi d'essayer de reproduire leurs mouvements. Je suis vraiment impressionné qu'ils aient pu réaliser cela. Je veux parler un peu des progrès de notre expérience de calibration du curseur. À ma gauche ici, vous pouvez voir RJ compléter sa toute première calibration de curseur, avec un flux en boucle ouverte repensée, où il recueille d'abord des informations sur son intention, et comment mapper l'activité neuronale. Et, plus remarquablement, cette expérience n'a pris que 15 minutes du début à la fin. 15 minutes de zéro contrôle à une utilisation fluide de l'ordinateur. Contrastez cela avec il y a 1 an et demi avec P1, où il fallait plusieurs heures pour atteindre le même niveau de contrôle, et plusieurs ingénieurs se tenaient autour d'une table, s'arrachant les cheveux. Il n'y avait pratiquement pas besoin d'ingénieurs Neuralink pour être présent à cette session. C'était essentiellement une expérience prête à l'emploi pour notre participant. Et encore plus remarquablement, nous continuons à battre des records dès le premier jour, avec RJ capable d'atteindre 7 BPS dès son tout premier jour avec Neuralink. Un processus de calibration aussi efficace n'est alors rendu possible que par des estimations de haute fidélité de l'intention d'un utilisateur, ou des étiquettes. Et pour illustrer brièvement à quel point ce problème est difficile, ceci est une animation de moi-même, essayant de dessiner des cercles sur mon bureau avec une souris. Maintenant, la tâche était simple, dessiner des cercles uniformes à une vitesse constante, de manière répétée. Et comme vous pouvez le voir par cette animation, je suis horrible à ça. Même si mon intention était assez évidente, sans ambiguïté, l'exécution était vraiment mauvaise. Il y avait énormément de variations, à la fois en vitesse et dans la forme elle-même. Pour visualiser cela un peu différemment, chaque ligne ici est l'un de ces cercles déroulés dans le temps, avec des départs synchronisés. Et vous pouvez juste voir à quel point il y a de la variation dans le timing de chaque cercle, ainsi que ce que je fais à un moment donné. Orthogonal au problème d'étiquetage est la non-stationnarité neuronale, ou la tendance des signaux neuronaux à dériver avec le temps. Et je pense que c'est honnêtement une belle chose. Si vos signaux neuronaux ne dérivent pas, vous ne pourriez pas grandir. Lorsque vous vous réveillez le lendemain, vous n'êtes pas la même personne que la veille. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez changé. Et ainsi, vos données neuronales doivent également changer. Cette animation ici est une simple illustration de la représentation apprise par le décodeur, et comment elle dérive plus, nous nous éloignons du jour où elle a été entraînée. C'est l'un des défis clés que nous devons résoudre ici chez Neuralink, pour débloquer une expérience fluide et de niveau produit pour nos utilisateurs.
Hey everyone. Salut tout le monde, je m'appelle Joey. Blindsight est notre projet de construction d'une prothèse visuelle pour aider les aveugles à revoir. Les utilisateurs porteraient une paire de lunettes avec une caméra intégrée et recevraient un implant dans leur cortex visuel. Les scènes de l'environnement sont enregistrées par la caméra et traitées en modèle de stimulation, délivrées au cerveau, provoquant une perception visuelle et restaurant la fonctionnalité. Blindsight sera activé en plaçant notre implant dans le cortex visuel. C'est une nouvelle zone du cerveau pour nous, et cela apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Donc, la surface du cerveau pour le cortex visuel ne représente que quelques degrés d'angle au centre du champ visuel. Des champs de vision plus larges sont représentés profondément dans les plis corticaux de la fissure calcarine. Nos fils sont capables d'accéder à ces structures plus profondes, offrant la possibilité de restaurer la vision sur un champ visuel fonctionnellement utile. L'implant N1 a eu des capacités de stimulation expérimentale pendant un certain temps. Mais notre nouvelle puce S2 est conçue à partir de zéro pour la stimulation. Elle fournit plus de 1600 canaux de stimulation électrique, des capacités d'enregistrement à haute plage dynamique et une large gamme de courants et de tensions de microstimulation. Nous pouvons atteindre ces capacités parce que nous sommes intégrés verticalement et que nous avons conçu cet ASIC personnalisé en interne. De même, nous concevons et fabriquons nos fils d'électrodes en interne. Et ici, vous pouvez voir l'un de nos fils standards conçus pour l'enregistrement, dans un micrographe électronique. Pour Blindsight, nos exigences sont un peu différentes, et notre intégration verticale nous permet d'itérer rapidement sur la conception et la fabrication de ces fils à cette nouvelle fin. Ici, j'utilise des flèches rouges pour mettre en évidence les contacts des électrodes, qui sont optimisés pour la stimulation. Et comme vous pouvez le voir, ils sont un peu plus grands, ce qui se traduit par une impédance électrique plus faible pour une administration de charge sûre et efficace, ce qui est important pour Blindsight. Maintenant, comment pouvons-nous calibrer notre implant pour Blindsight? Voici une façon. Nous stimulons sur le réseau en choisissant, disons, 3 canaux différents. L'utilisateur perçoit quelque chose, disons 3 points de lumière, quelque part dans son champ visuel, et les pointe. Nous suivons les mouvements de son bras et de ses yeux, et répétons ce processus pour chacun des canaux du réseau. Et voici à quoi pourrait ressembler un exemple simulé de vision Blindsight après calibration. Maintenant, je vous ai montré que pour Blindsight, nous devons insérer des fils plus profondément dans le cerveau que nous ne l'avons fait précédemment, et cela nécessite un état de l'art en matière d'imagerie médicale. Nous avons donc travaillé avec Siemens pour obtenir certains des meilleurs scanners sur Terre. Nous avons construit notre noyau d'imagerie à partir de zéro. Au cours de la dernière année, en fait, c'était plus rapide que cela, c'était environ 4 mois de A à Z. Depuis la mise en service des scanners, nous avons scanné plus de 50 participants internes, constituant une base de données d'anatomie humaine structurelle et fonctionnelle. Que pouvons-nous faire avec les informations d'imagerie de ces scanners? L'imagerie médicale peut être utilisée pour le placement chirurgical, elle nous permet de parceller les régions du cerveau par leur fonction, et nous utilisons nos capacités d'imagerie pour affiner le placement pour la télépathie. Cela nous donne également la possibilité de cibler de nouvelles régions du cerveau pour de futurs produits tels que Blindsight ou une prothèse vocale. Et nous travaillons sur davantage de capacités. Ainsi, la planification automatisée en un clic de la chirurgie à partir d'images fonctionnelles jusqu'aux cibles d'insertion du robot. Ici, vous pouvez voir une capture d'écran de l'un de nos outils internes pour la planification chirurgicale de bout en bout. Vous pouvez voir une région du cortex moteur connue sous le nom de end knob et les plans de trajectoire du fil qui seront envoyés directement au robot. C'est un degré d'automatisation vraiment incroyable qui n'est possible que parce que nous contrôlons le système d'un bout à l'autre. Je m'appelle John et je dirige l'équipe de robotique mécanique. C'est notre robot R1 actuel. Il a été utilisé pour implanter les 7 premiers participants. Ce robot fonctionne très bien, mais il a quelques défauts. L'un d'eux est que le temps de cycle est plutôt lent. Donc pour insérer chaque fil, cela prend, dans le meilleur des cas, 17 secondes. Et dans de nombreux cas, des perturbations externes nous obligent à réessayer de saisir ce fil, puis à le réinsérer. Pour augmenter notre nombre de neurones accessibles grâce à un nombre de canaux plus élevé, un nombre de fils accru, nous devons avoir un temps de cycle beaucoup plus rapide. Je vais donc vous présenter notre robot de nouvelle génération, qui est juste ici.
En repensant la manière dont nous tenons l'implant devant le robot, en le tenant directement devant la tête du robot, nous avons pu améliorer le temps de cycle par 11. Ainsi, chaque fil prend 1 seconde et demie. Nous avons également amélioré de nombreux processus de flux de travail chirurgical en supprimant la station d'opérateur séparée et le support d'implant. Maintenant, l'extérieur du robot semble assez similaire entre les deux, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte vraiment. Chaque système a été entièrement repensé en mettant l'accent sur la fiabilité, la fabricabilité et la facilité d'entretien. Et l'utilisation de nombreuses de nos techniques d'intégration verticale nous a permis d'avoir beaucoup plus de contrôle sur le système de bout en bout. Ce temps de cycle rapide ne signifie pas grand-chose s'il n'est pas compatible avec une partie significative de la population humaine. Avant chaque chirurgie, nous scannons l'anatomie des participants et nous nous assurons qu'ils seront compatibles avec le robot et vice-versa. Malheureusement, le robot n'est pas compatible avec tout le monde. Nous avons donc dû étendre la portée de l'aiguille dans le robot de prochaine génération et nous sommes maintenant compatibles avec plus de 99% de la population humaine. Nous avons également augmenté la profondeur à laquelle l'aiguille peut insérer les fils. Nous pouvons maintenant atteindre plus de 50 mm de la surface du cerveau, ce qui permet d'accéder à de nouvelles indications. Nous devons produire 1 tonne de composants stériles personnalisés pour chaque chirurgie. Nous fournissons en fait plus de 20 de ces pièces. Beaucoup de ces pièces sont fabriquées grâce à des capacités de fabrication CNC traditionnelles, ce que nous faisons juste de l'autre côté de ce mur en fait, et certains processus développés sur mesure, comme ce fraisage laser femtoseconde utilisé pour fabriquer la pointe de l'aiguille. Maintenant, ces processus prennent pas mal de temps, d'efforts et de coûts. Voyons donc comment nous allons réduire les coûts et le temps pour l'un des composants. Ainsi, la cartouche d'aiguille actuelle a un temps de cycle total d'environ 24 heures, et les composants usinés coûtent environ $350. L'assemblage final est effectué par un ensemble de techniciens hautement qualifiés. Ils doivent coller une canule de 150 microns de diamètre sur cette plaque de base en acier inoxydable usinée par électro-érosion à fil. Ils doivent électropolir un fil de 40 microns pour obtenir un cône pointu, et ensuite ils doivent enfiler ce fil de 40 microns dans un trou de 60 microns de la canule. Ceci est fait manuellement. Et enfin, ils doivent souder au laser tous les composants ensemble. La cartouche d'aiguille de prochaine génération ne prend que 30 minutes de temps de cycle et coûte $15 en composants. Nous avons pu supprimer la plaque de base usinée par électroérosion à fil et l'étape de collage de la canule en passant à un composant moulé par insertion. Ainsi, nous obtenons une boîte de ces plaques de base avec les canules déjà installées pour 1 millier d'entre elles pour quelques dollars chacune. Nous avons également supprimé l'étape d'électropolissage grâce à une géométrie de pointe d'aiguille révisée, qui est également compatible avec l'insertion des fils à travers la dure mer. Nous avons quelques techniques de fabrication révisées pour supprimer l'enfilage manuel à travers, en gros, un entonnoir, assez simple, mais qui a eu un grand impact. Et nous avons pu supprimer le soudage laser en utilisant le sertissage. Hi. Bonjour, je suis Julian. Je suis l'un des responsables de l'équipe des implants. Donc, la façon dont les humains communiquent aujourd'hui, s'ils veulent diffuser des informations, c'est en utilisant leurs mains et leur voix, comme je le fais actuellement. Et si vous voulez recevoir des informations, vous utilisez vos oreilles et vos yeux. Et bien sûr, c'est ainsi que vous recevez cette conférence. Mais nous avons construit cet implant, et cet implant est très spécial. Parce que c'est la première fois que nous sommes capables d'ajouter un mode de transfert de données complètement nouveau vers et depuis le cerveau. Si vous regardez cet appareil en bref, il s'agit vraiment de prélever des tensions dans le cerveau et de les envoyer par radio. Mais si vous prenez du recul et regardez le système de bout en bout, ce que vous voyez réellement, c'est que nous connectons votre cerveau, ou un réseau neuronal biologique, à un modèle d'apprentissage automatique, ou un réseau neuronal en silicium sur le côté droit. Et je pense que c'est vraiment élégant, car le modèle d'apprentissage automatique sur le côté droit est en fait inspiré par les neurones du côté gauche. Et donc, d'une certaine manière, nous étendons vraiment le substrat fondamental du cerveau. Pour la première fois, nous sommes capables de le faire dans un produit de consommation de masse. C'est un matériel très très spécial. Voici donc quelques-uns des premiers implants que nous avons construits. Il y a des électrodes qui ont été fabriquées avec nos outils de lithographie interne. Nous avons des ASIC personnalisés que nous avons également conçus en interne. Et c'était vraiment une plateforme pour nous permettre de développer la technologie qui nous permet de détecter des microvolts dans le cerveau sur des milliers de canaux simultanément. Nous avons beaucoup appris de cela, mais comme vous le remarquerez sur les 2 images de droite, il y a des connecteurs USB-C sur ces appareils. Ce n'étaient pas vraiment les implants les plus implantables.
Cette prochaine série d'images concerne les implants sans fil, et il y a eu une évolution complète que nous avons traversée pour ajouter la batterie, l'antenne, la radio, et pour le rendre réellement entièrement implantable. Une fois implanté, il est complètement invisible. Il est très compact, modulaire, et c'est une plateforme générale que vous pouvez utiliser à de nombreux endroits dans le cerveau. Passer de la rangée du haut à la rangée du bas est très difficile. L'implant que vous voyez en bas à droite est en fait l'appareil que nous avons en fonctionnement chez 7 participants aujourd'hui, et il augmente leur cerveau chaque jour et restaure leur autonomie. Mais pour arriver à ce point, il a fallu surmonter un grand nombre de formidables défis d'ingénierie. Nous avons d'abord dû fabriquer un boîtier hermétique, faisant passer un millier de conducteurs distincts à travers le boîtier de l'appareil. Nous avons dû trouver comment rendre la charge transparente et fonctionner avec des contraintes thermiques très strictes dans une très petite zone. Et puis, nous avons également dû développer notre infrastructure de test afin de pouvoir prendre en charge la fabrication à grande échelle et des dispositifs très sûrs, et avoir confiance en notre cycle d'itération. Alors, quelle est la prochaine étape? Nous allons augmenter notre fabrication afin de ne pas produire seulement un petit nombre d'implants par an, mais des milliers et finalement des millions d'implants par an. Nous allons également augmenter le nombre de canaux. Plus de canaux signifie plus de neurones détectés, ce qui signifie plus de capacités. Dans un certain sens, nous pensons souvent beaucoup à la loi de Moore des neurones avec lesquels nous interagissons, et de la même manière que la loi de Moore a propulsé de nombreuses révolutions ultérieures dans l'informatique, nous pensons que la détection de plus en plus de neurones va également redéfinir complètement la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs et la réalité en général. Je veux vous laisser sur une dernière pensée. Quand j'étais enfant, j'utilisais un modem 56 kilobits pour accéder à Internet. Si vous vous rappelez ce que c'était. Fitzek, vous êtes un sale vénard. Oui. Quand j'étais enfant, nous avions des coupleurs acoustiques. Oh oui, d'accord. Alors, on se bipait juste l'un l'autre. Oui. Le premier modem était le coupleur acoustique, un appareil incroyable, honnêtement. Mais si vous, je suppose, si vous avez mon âge, vous avez commencé avec un modem 56 kilobits. Et vous alliez sur un site web et il y avait une image qui défilait lentement, elle chargeait pixel par pixel sur l'écran. C'est ça, être limité en bande passante. Maintenant, imaginez utiliser l'Internet actuel avec ce même modem. C'est inconcevable. Ce serait impossible à faire. Donc, ce que l'Internet haut débit a fait au modem 56 kilobits, c'est ce que ce matériel va faire au cerveau. Nous essayons d'élargir drastiquement la quantité de bandes passantes à laquelle vous avez accès pour avoir une expérience beaucoup plus riche et des capacités surhumaines. Alors, je suppose, juste pour conclure et récapituler, aujourd'hui, Neuralink fonctionne de manière fiable et a déjà changé la vie de 7 participants, ayant un réel impact. Et notre prochaine étape est de commercialiser et de permettre la mise à l'échelle de cette technologie à des milliers de personnes, ainsi que d'étendre les fonctionnalités au-delà du simple mouvement pour permettre un contrôle sophistiqué des bras robotiques, la parole, la vision, la restitution de la vue, et même atteindre la vitesse de la pensée. J'espère que vous avez eu un bon aperçu de notre pile technologique et des défis auxquels nous sommes confrontés. Et j'aimerais passer le micro à Elon pour ses remarques finales. To Elon for any closing remarks. Eh bien, nous essayons de vous donner une idée de l'étendue des talents chez Neuralink. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui travaillent sur de nombreux problèmes importants. C'est l'une des choses les plus difficiles à créer avec succès, à faire fonctionner à grande échelle, à être fiable et disponible pour des millions de personnes à un prix abordable. Donc, un problème super difficile, et nous aimerions que vous veniez nous aider à le résoudre. Merci.